d'information. Bienvenue à une séance d'information prévue afin d'expliquer l'intention des projets de règlement 2021-132 et 2021-133 proposés par avis de motion le 13 décembre 2021. À la suite de notre présentation, nous allons recevoir et répondre à vos questions et à vos commentaires. J'aimerais également vous aviser que la séance d'information sera enregistrée. Pour le bénéfice de nos citoyens anglophones, je vais traduire certaines parties de ma présentation en anglais. Certain parts of my presentation will be translated to English. Avant de commencer, je vous présente les membres du Conseil, les représentants de notre administration municipale et nos invités pour ce soir. Nos conseillers, Madame Julie Wilkins, Madame Julia Bourque, Madame Gabriela Opaz, Monsieur J.P. Charette, Monsieur Maxime Arcan et Monsieur David Lisbona, nos conseillers. Notre administration municipale, notre directrice générale et greffière trésorière, Madame Marie-France Matteau, Monsieur Stephen Maheu, responsable de l'urbanisme, la voirie et l'environnement. Nos invités pour ce soir, Maître Stéphanie Provost de la firme Prévost-Fortin-Daou et Madame Hélène Doyon, notre urbaniste conseil. L'ordre du jour de la séance de ce soir se présente ainsi. Mes mots d'introduction seront suivis par un topo des règlements en vigueur qui seront affectés, ainsi que les modifications proposées. Par la suite, nous répondrons à vos questions. Je dois m'excuser pour la nature de nos communications durant les premières semaines de mon mandat. Les édits gouvernementaux ont relégué toute rencontre en face-à-face interdite. Je préférais de beaucoup être dans une salle avec vous où je serais plus à l'aise pour m'exprimer et avoir un échange plus naturel de pensées et d'idées. J'espère le pouvoir bientôt. Néanmoins, en attendant, les prochaines séances du Conseil seront en direct, en Zoom. J'ai longuement réfléchi à la manière de vous introduire à la séance d'information de ce soir. Dans quelques minutes, nous allons parler des chiffres associés au projet de règlement. Mais ces chiffres, en étant seulement des chiffres, ne vont pas vous exprimer adéquatement la motivation et les objectifs de ces changements. Pour ce faire, j'ai le goût de vous chanter une chanson d'amour, une chanson de passion, une chanson qui vous parle de beauté, de paix et de tranquillité, une chanson de majesté. Vous connaissez tous cette chanson d'amour pour Ivry. Nous la chantons depuis nos galeries avec notre café du matin. Nous la chantons en parcourant ces sentiers boisés. Nous la chantons en contemplant ces collines expansives qui bercent nos maisons. Nous la chantons en goûtant l'eau fraîche de ces lacs. Nous comptons environ 500 citoyens, plus ou moins, avec 500 histoires différentes sur la façon dont nous sommes venus dans ce beau paysage. Nous sommes une mosaïque d'individus. Et pourtant, ce chant d'amour nous unit. Nous sommes une communauté unie par notre amour de cette place. Notre site web le dit tellement bien. Havre de paix à l'état naturel depuis plus de 100 ans. Vivre à Ivry-sur-le-Lac, c'est avoir l'opportunité de contempler la splendeur de ces lacs et vallées sur une magnifique toile de fond de montagne agrémentée de cette touche magique qu'apporte chacune des saisons de l'année. Que c'est beau! Au cours de la séance d'information de ce soir, je vous demande, ne perdons pas de vue notre communauté d'intérêt
qui nous unit. Ne perdons pas de vue que la protection et la préservation de notre environnement naturel, ce qui distingue notre chez nous, ce patrimoine naturel, est à la base de notre richesse collective et de nos valeurs communes. I thought long and hard about how to introduce you to tonight's briefing. In a few minutes, we will talk about the numbers associated with the proposed regulations, but they won't adequately convey to you the underlying motivation for these changes. To do this, I feel like singing a song to you, a song of love, a song of passion, a song of beauty, peace, and tranquility, a song of majesty. You all know this song, this love song for Ivry. We sing it from our decks with our morning coffee. We sing it while walking through its wooded trails. We sing it while contemplating its expansive hills that cradle our homes. We sing it while tasting the fresh water of our lakes. We count about 500 citizens of Ivry, depending how we count. But with 500 different stories about how we came to this beautiful countryside. We are truly a mosaic of individuals, and yet this love song unites us. We are a community, one community, united by our love of this place. Our website says it so well. Haven of peace in its natural state for more than 100 years. Living in Ivry-sur-le-Lac means having the opportunity to contemplate the splendor of its lakes and valleys against the magnificent backdrop of mountains, embellished with that magical touch that each season of the year brings. Amen. During this evening's briefing, please let us not lose sight of our community of interest that unites us. Let us not lose sight of the fact that the protection and preservation of our natural environment, which distinguishes our home, this natural heritage, is the basis of our collective wealth and our common values. Marie-France, s'il te plaît, mettons le premier diapo sur l'écran. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Oui. Parfait. Alors, Oui. allez-y, je vais vous suivre. Le troisième, oui. OK, non, avant. Les intentions des projets de règlement, tels qu'exprimés par le Conseil, se présentent ainsi. L'intention fondamentale des modifications proposées à nos règlements actuels est de doter la municipalité d'un cadre réglementaire afin de protéger et de préserver la santé et la diversité de son milieu naturel. Cet héritage demeure à la base des valeurs et de la richesse de notre communauté. Ce faisant, les présentes modifications visent également à uniformiser l'application des règlements municipaux au sein de la municipalité. Et pour seconde, je vais traduire. Non, je veux traduire. Excuse-moi. Je crois important pour notre communauté anglophone de traduire cette intention du Conseil. And I translate the intentions of the Council, of the Municipal Council. The fundamental intention of the proposed amendments to our current bylaws is to provide the municipality with a regulatory framework
to protect and preserve the health and diversity of its natural environment. This heritage remains at the basis of our community's values and collective wealth. In so doing, these amendments also aim to apply more uniformly the municipal bylaws within the municipality. Ça, c'est à la base de nos intentions. Tout suit. Dans son application, les projets de règlement portent essentiellement sur les suivants, sur les dimensions et superficies minimales des nouveaux lots, et je dis des nouveaux lots, sur le territoire de la municipalité. Nous éliminons certaines exceptions liées à ces dimensions minimales. Nous augmentons le pourcentage de couverts forestiers à laisser à l'état naturel sur les propriétés. Nous proposons une définition pour un sentier dans un milieu boisé. Et on y va revenir à ça parce qu'il y a pas mal de questions par rapport à cette définition. Et nous proposons également l'augmentation de la contribution au parc. Vous voyez devant vous le premier de 3 diapos qui porte sur la superficie minimale de l'eau. Dans la colonne de gauche, on voit les règlements en vigueur présentement et la colonne de droite est avec en rouge pour signifier les modifications, ce qui est proposé, le projet de règlement ou les projets de règlement proposés. On est tous au courant, à Ivry, je penserais que pour les premiers 300 mètres des lacs, que la superficie minimale de l'eau est à 18 000 mètres carrés avec les frontages au niveau des rues à 100 mètres et à 125 frontages au lac. Il existe 2 exceptions. Une exception du côté nord du lac Manitou et une autre exception du côté sud du lac Fer à Cheval. Et en vigueur, les terrains situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau régulier à une superficie minimale de encore 4 575 mètres carrés. Ce qui est proposé, c'est d'éliminer les exceptions, c'est-à-dire on amène la superficie minimale des lots à moins de 300 mètres des lacs à 18 000 mètres carrés avec les mêmes frontages et on amène les superficies minimales de l'eau à moins de 100 mètres de cours d'eau au même 18 000 mètres carrés minimum. Et ça, en souci de protéger nos lacs et nos cours d'eau. Prochain diapo. Présentement en vigueur, les terrains situés à plus de 100 mètres d'un cours d'eau et à plus de 300 mètres du lac, si on parle non d'un développement de plus de 4 lots et plus, c'est-à-dire on parle ici de création de 3 lots ou moins seulement, la superficie minimum de l'eau est de 4 575 mètres carrés avec un frontage de 50 mètres. Ce qui est proposé pour essentiellement la création de 3 lots et moins à plus de 100 mètres d'un cours d'eau et à plus de 300 mètres du lac, c'est de uniformiser la superficie minimum du terrain à 18 000 mètres carrés, mais avec le même frontage de 50 mètres. Pour ce qui est des terrains situés sur un sommet de montagne, on a déjà un règlement qui spécifie
enfin, le règlement est de 15 000 mètres carrés présentement, superficie minimum de l'eau en sommet de montagne, plus un 50%, c'est-à-dire plus 7 500. Alors, la superficie minimum d'un terrain en sommet de montagne est présentement à 22 500 mètres carrés. Ce qui est proposé, c'est la même formule, mais parce qu'on a augmenté le terrain minimum en sommet de 15 000 à 18 000, que le superficie applicable à 18 000, alors le terrain minimum en sommet de montagne serait 18 000 mètres carrés, plus 50%, c'est-à-dire plus 9 000, c'est-à-dire 27 000 mètres carrés. Prochain diapo. J'ai fait allusion à ceci tantôt, mais présentement en vigueur, pour tout projet de développement comprenant 4 lots et plus, la superficie minimum de terrain, de chaque terrain, est de 15 000 mètres carrés, avec un frontage rue de 75 mètres et un frontage, un cours d'eau de 61 mètres et un frontage au lac à 125 mètres. Nous proposons de diminuer la définition d'un projet de développement qui, en fait, c'est de 3 lots et plus, et non pas 4 lots et plus, et la superficie est augmentée à 18 000 mètres carrés, avec les mêmes frontages que d'autres lots au bord du lac. On note ici que, comme les règlements en vigueur, où il y a possibilité de travailler ou d'opter pour un projet de conservation qui laisserait la diminution, ouverture à une diminution de la superficie minimum du terrain avec une contribution de terrain en conservation. On note que le projet de conservation est toujours possible dans les règlements proposés. Alors, ceci fait le tour, bref, des superficies de l'eau. Ce que j'aimerais préciser, parce qu'il y a eu plusieurs questions à ce sujet. Les lots existants, c'est très important, les lots existants dans la municipalité qui sont enregistrés comme lots, qui sont cadastrés, gardent leur droit acquis de bâtir. Alors, les lots existants dans la municipalité gardent leur droit acquis de bâtir. Ces projets de règlement s'adressent à la création de nouveaux lots. On applique uniformément pour tout nouveau lot un minimum de 18 000 mètres carrés. Et ceci dans le souci de permettre le développement quand même de nos larges terrains présentement non développés, tout en maintenant un bon pourcentage du couvert végétal dans son état naturel. Prochain diapo. Là aussi, il y a eu pas mal de questions à propos du règlement en ce qui concerne le pourcentage du couvert végétal. Ce qui est en vigueur présentement, 75% du terrain non occupé doit être laissé à l'état naturel. Par non occupé, on dit, excuse-moi, la partie du terrain qui n'est pas occupée par un bâtiment principal, les bâtiments accessoires et les installations septiques. Alors, la superficie de ces items ne compte pas dans le pourcentage
de terrain à laisser à l'état naturel. Ce qui est proposé, c'est d'augmenter ce 75% à 90% du terrain non occupé qui doit être laissé à l'état naturel. Par contre, comme non occupé, faisant pas partie du 90%, on ajoute à la superficie du bâtiment principal des bâtiments accessoires et des installations septiques, l'aire de stationnement, incluant l'allée de circulation. Prochain diapo. Présentement, le taux de cession en terrain ou en argent pour fin de parc, de terrain ou d'espace naturel, est de 5%. Prochain diapo. Nous proposons d'augmenter ce taux de cession à 10%. Et pour vous donner une idée de ce que charge ou ce que précise le taux d'autres municipalités de la MRC, des Laurentides, on voit que notre 10% est quand même en bonne compagnie. Saint-Agathe-des-Monts, Lantier, Val-David et parmi les autres. Prochain. En même temps, on va ajouter une modalité de la cession de terrain ou d'argent pour fin de parc. Et ceci pour augmenter les moyens pour la municipalité de se doter de plus de parcs, d'espaces naturels pour le bénéfice de la citoyenneté. Prochain diapo. Il y a eu plusieurs questions à propos de la largeur d'un sentier. Je précise, lorsqu'une personne soumet un projet d'opération cadastrale, un projet quelconque, et seulement lorsqu'une personne soumet un projet d'opération cadastrale et qu'un sentier est proposé à même ce projet, et seulement si un sentier est proposé à même ce projet, la municipalité demanderait que le sentier soit officiellement identifié par un lot d'une largeur de 15 mètres et que son aménagement soit cadastré. Ceci fait le tour des changements, enfin des projets de règlement. En passant, je peux vous dire que les projets de règlement ont été envoyés, ces premiers projets de règlement ont été envoyés à la MRC des Laurentides. Et nous avons déjà reçu un avis préliminaire comme quoi ils se conforment à leur schéma d'aménagement en vigueur. Alors, on sait déjà que le premier projet de règlement se conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Les prochaines étapes, suite à la consultation publique écrite, qui est terminée le 25 janvier, et de cette séance d'information, le Conseil va se réunir pour faire état des commentaires, des soucis, des suggestions des citoyens et proposera ou soumettra un second projet de règlement avec ou sans modification. Take away the napkin. Excuse-moi, j'entends. OK.
alors un second projet de règlement avec ou sans modification lors d'une séance extraordinaire du Conseil le 10 février, alors la semaine prochaine. Bien entendu, vous êtes tous invités. Suite à ça, il y aura une publication d'un avis aux personnes ayant le droit de signer une demande de soumission d'une disposition à l'approbation. C'est-à-dire, les citoyens auront la chance de faire valoir leur opposition au projet de règlement. Et éventuellement, et si nécessaire, un registre et un scrutin référendaire. Ceci met fin à ma présentation et je vous invite là à poser vos questions, vos commentaires. Pour ce qui est des questions, des commentaires, c'est Madame Marie-France Matteau, notre directrice générale, qui va gérer l'ordre des questions et des commentaires. Ce que je vous demanderai de faire, c'est d'ouvrir votre micro. Ah non, c'est Madame Matteau qui va faire ça, excuse-moi. Alors, Marie-France, oui. Le fonctionnement, les gens qui désirent poser une question, vous devez lever la main. Pour lever la main dans le Zoom, juste en bas à gauche, plutôt à droite de votre écran, vous avez réaction et c'est inscrit. Vous avez juste à cliquer sur Raise Hand. Et à tour de rôle, on va vous donner le droit de parole pour poser vos questions. Alors, donc j'ai Alan. Oups, pardon. Ça va, tout le monde. Alan Chargui, vous pouvez poser votre question et vous pouvez, je vous invite à mettre votre vidéo en marche pour qu'on puisse vous voir. Allez-y. Thank you. Mr. Mayor, you mentioned that going from the existing size of lot to an 18,000 square meter lot, that existing lots are grandfathered, even though they're smaller than the 18,000 square meters. However, can you tell me from our exchange of emails, I take it that the deforestation or the vegetation rule that goes from 75% to 90%, and on your screen, I think it said something like 90% of the land, it must be left alone, is the new rule to allow plant life to grow. Is that applicable to existing grandfathered lots or only to the new lots that are created after? And just to finish up, if it isn't grandfathered, the existing if there's no grandfathering for existing lots, does that also mean that homes with houses on it must now allow for the grass to grow and trees to grow on 90% of the property from 75%? Go ahead. The proposed regulation for forest cover does not and would not obligate an existing property to reforest to a 90% value, 90% percentage. Et j'aimerais juste traduire pour le bénéfice de tout le monde. La question est posée, est-ce que pour des terrains existants qui sont des terrains existants, est-ce que
le règlement qui porte sur le couvert végétal de 75 à 90%, est-ce que ça obligerait un citoyen de replanter pour arriver à 90%? Et la question est non. Now, if I may, one thing that to get on a sidetrack here, there are people that may have lots the size of, say, 35,000 square meters, and they may have a child that they were planning to allow build a home on the land, and up to now, maybe, you know, they met the requirements of 4,000 some odd square meters. It just, my heart goes out to those families that have maybe 35,000 square feet of land, square meters now, and would like to have an extended family and like for the children to build a house, you know, adjacent to theirs, and they will no longer be able to subdivide their land because 35,000 doesn't make 2 lots of 18,000 square meters. So is there not something that can be done to accommodate these existing homeowners that have been here for years? Mr. Schrage, thank you for that question. Of all the comments that we received, this is one that council, myself, are very sensitive to. And whereas we have the entirety of the municipality, the interests at heart to preserve and protect its lands, and as such our motivation for increasing the lot sizes to 18,000. That is something, the notion of being sensitive to such cases that you mentioned for families of existing property owners is something that council will look to in the days and the months ahead to see how we could address this. We will explore the possibility of addressing this, and we will come back to the citizens at some point in the future with the fruit of our exploration. Thank you, and if I may, I've been trying to find where the access road is carved out in that bylaw. Is there? Where is it hidden? It will be in the second. It will be spelled out in the second projet de règlement that will be tabled on February 10th. Okay, so it wasn't my French then that didn't spot it. No, thank you. Thank you. Thank you so much. We'll go on to the next question. Sorry. Can I just get to the question of? I'm standing outside in the cold in front of Lake Manitou now. It's getting really. I had the main question was okay. The 10%. Right. You got to attempt. You said you can only deforest 10%. Was this? And as I've been trying to explain to you in emails, I find the 10% to be kind of like a handcuffs, particularly for smaller grandfathered lots. It doesn't, to my mind, allow for someone to have a view and to truly enjoy the property without hurting the environment. And we are part of the environment, the people. If all the things you want to do are for the people of Manitou, it's useless if we can't enjoy it. So please keep that in mind. So, and as I was trying to point out to you, just common sense, forget about whether the Quebec government, which I think it does apply, their recommendation for a 10-meter buffer fire perimeter around the house, or whether it applies to us or it doesn't because you say it's not strictly a forest. But regardless, it's just common sense that you need some space between your house and the
and the woods that we're surrounded by. So can you not allow for some space and spacing of the trees for a house to be fire, not to cause a forest fire, and not for the forest to cause a fire to the house, have a bit of a buffer? And also by pruning the trees, the trees are overgrown in these environment more than 300 meters or in grandfather lots. It's truly overgrown, and you should have spacing between it. Thank you. First, I assure you that that we are, council, myself, are very, very sensitive to the concern of fire. I just came out of a meeting half an hour ago with the consortium of municipalities that we are part of, 6 municipalities that oversee fire protection in Ivry, in Ivry and surroundings. We will look to your comments. We will consider them carefully, and you will see the fruit of that consideration at the second projet de règlement on February 10th. Thank you so much, Mr. Schragi. Thank you. J'aimerais juste enchaîner avec une traduction de quelques-unes des questions. Monsieur Schragi a fait valoir que pour certaines familles qui sont là depuis longtemps, qui ont peut-être un terrain de 35 000 mètres carrés, qui auraient aimé, et selon le règlement en vigueur, subdiviser leur terrain pour membres de leur famille ou non. Et je peux vous dire qu'on est très sensible à ce commentaire qui a été exprimé à quelques reprises, et on va se pencher, en tant que conseil, on va se pencher là-dessus. Et on va explorer les différentes options et vous revenir à l'avenir avec le fruit de cette exploration. Mais on est sensible à ça. Il s'avère qu'il n'y en a pas tellement de tels terrains entre le 300 mètres et le sommet de montagne, qui serait entre 9 500 et 36 000 à peu près mètres carrés. Il n'y en a pas tellement, mais quand même, on va se pencher là-dessus. Madame Matteau, prochaine question. Je vais demander à Monsieur John Cushing. Vous pouvez ouvrir votre caméra ainsi que votre micro. Hi, je parle en anglais, s'il vous plaît. I was just wondering if this affects any changes or subdivisions that took place prior to 2013, which when this bylaw or that you're changing had taken place, and whether those lots, if people had subdivided their lands to smaller sizes, like around the 5,000 square feet or less, would those lots now be prohibited from being built? And some adjustments have to be made that they're at 18,000 square meters? If I understand your question correctly, I will reiterate the fact that this projet de règlement does not affect a property owner's acquired rights. So if your land or your lot was built, if a lot was registered and buildable yesterday or today, it will be buildable after the passage of the projet de règlement. There is no taking away of anyone's acquired rights. Okay, on that, I know that given these changes, as individuals, if we wanted to do anything, we would direct our applications to
to the city and to the urban planner or building inspector. But is there, I'm going to suggest this, but anyway, to look at the implications of this bylaw change, can you actually map which properties would be affected by the bylaw? In other words, it may only be 10 properties, but it's not, you know, if you're grandfathering quite a few of them, then you know, it doesn't apply to many of the people that are on this call. And but it would be good. It would give us a better indication what the overall effect of this bylaw is. We actually did of course we did a research on the number of lots affected, and I could tell you that, again, lots after the 300 meters from lakes and up to Sommet de Montagne of 9,500 square meters to 36,000 square meters, we count less than 10. And I say this, you know, I say this, you know, we've done a research. I could be wrong by 1 or 2, but there are not many lots that fall that are affected. And again, we are sensitive to that nonetheless, and we will see in the future. We will explore ways. Prochaine question. Je m'excuse si je le prononce pas bien, là, c'est Yves Terrain Land. Oui, bonjour. Bonsoir. Donc, Luc Piché ici. Bonsoir tout le monde. Donc, j'aurais une petite question concernant, tout à l'heure, quand vous avez voulu appuyer votre décision d'augmenter le pourcentage de 5 à 10 pour les parcs, vous avez fait une comparaison avec les municipalités environnantes et j'aimerais savoir si vous avez fait le même exercice de comparaison avec les municipalités environnantes pour la surface minimale de terrain qui est rendue maintenant presque partout à 18 000 m² et au frontage de chemin aussi pour appuyer votre décision. Il faut dire qu'on a bien sûr on a regardé les municipalités environnantes. Par contre, on ne peut pas dire que Saint-Agathe-des-Monts, par exemple, est dans la même profil de municipalité que la nôtre. On a beaucoup discuté avec la MRC et discuté avec la MRC de son schéma d'aménagement 2021, bien que on a fait appel au schéma présentement en vigueur pour tester notre conformité, mais on a quand même consulté la MRC pour voir quelles sont leurs orientations à l'avenir et quelles sont leurs visions, quelle est leur vision pour le territoire qui comprend 20 municipalités. Je peux vous dire que, et d'ailleurs, je peux vous dire que bien que le schéma d'aménagement est présentement un projet seulement qui va prendre encore un an et demi à faire approuver parce qu'il circule à travers les échelons gouvernementaux présentement. Mais il a été approuvé par le Conseil des maires des 20 municipalités en août 2021. Il faut dire qu'on est tout à fait
aligné avec la perspective ou la vision des territoires et de même Ivry-sur-le-Lac à l'avenir. Alors oui, on a testé nos hypothèses autour des municipalités de la MRC. Donc, si je comprends bien, les municipalités limitrophes à Ivry-sur-le-Lac auraient ou auront bientôt des surfaces similaires aux 18 000 mètres carrés? Non, Ça ne vous inquiète pas qu'il y a des différences marquées entre… Non, je crois que c'est clair que le conseil d'administration de la municipalité a la responsabilité et le devoir de refléter les désirs, les intérêts de ses citoyens. Et il y a eu une volonté de préserver et de protéger l'environnement naturel de Ivry-sur-le-Lac. Et c'est une volonté, une expression qui s'est fait très bien et de façon très marquée, exprimée lors des dernières élections municipales. Et c'est notre responsabilité en tant que conseil de traduire cette volonté et ce souci en projet ou en cadre réglementaire. Alors, cette responsabilité repose à Ivry. On n'a pas à se baser sur d'autres municipalités, mais à s'inspirer de la volonté et des intérêts de nos citoyens. Cette volonté-là date de maintenant. Pourquoi décidez-vous de faire ce changement-là maintenant? En fait, ce n'est pas simplement de maintenant. Ce souci a été exprimé au cours des dernières années et en fait, on voit le fruit de ce souci qui a fait naître les règlements qui portent sur les 300 mètres à partir des lacs à 18 000 mètres carrés et au sommet de montagne aussi à 22 500 et à tout projet de lotissement de 4 et plus qui sont déjà à 15 000 mètres carrés. Alors, c'est pas quelque chose qui date de maintenant. C'est une évolution dans le temps qui s'est fait exprimer au cours des dernières années et qui porte fruit maintenant. On est assez mature maintenant pour aller de l'avant et réellement faire un pas pour préserver et protéger notre héritage naturel. Merci. Je trouve que vous faites quand même un pas de géant parce que c'est une grande augmentation. Je ne le pense pas, mais merci pour votre question. Merci. On va demander à Mme Sylvie Trottier de vouloir ouvrir son micro ainsi que sa caméra. Oui, bonjour. Est-ce que vous me voyez? Vous m'entendez? Oui. Je vous entends. Je vous cherche okay. Par contre. Ah, OK. Je vais apparaître avec le porte-à-porte. Parfait. Donc, pour mon côté, peut-être, je suis un exemple d'une résidente d'Ivry qui, justement, vraiment salue très sincèrement ce projet de réglementation. On habite dans le coin d'Ivry, proche, sur le lac Grise, en fait. Et puis, on est des résidents assez récents depuis 2019. Et vraiment, une des choses qui nous a sincèrement attirés à Ivry-sur-le-Lac, c'est justement cet élément-là de l'Havre de la paix. Donc, pour nous, c'est vraiment comme un petit bijou caché des Laurentides. Je pense Ivry-sur-le-Lac n'est pas nécessairement super connu parmi toutes les municipalités. Puis ce qui est attirant, c'est justement cet élément de la beauté naturelle et que ce n'est pas quelque chose qui est très surdéveloppé. Et je pense qu'on peut voir vraiment comme un contraste possible juste à 1 kilomètre de nous, au bout de la rue, à Saint-Faustin-du-Lac-Carré. On est tout proche de l'ancien club de golf qui est en ce moment évidemment le sujet d'un gros projet de développement et on voit les plans là, sur le site Internet de ce projet-là avec des idées de comme 100 logements sur un terrain quand même pas nécessairement très large.
Donc, pour nous, quand on avait vu ce développement, c'était vraiment comme un genre de choc. Est-ce qu'on va être à côté d'une nouvelle comme grosse subdivision de banlieue quand ce n'est pas nécessairement ça qui attire les gens, je pense, pour Ivry. Donc, évidemment, on comprend que c'est une autre municipalité. Il faut un peu qu'on accepte cette réalité-là, mais je pense que pour nous, et je pense que plusieurs comme voisins qu'on croise dans notre coin d'Ivry, en tout cas, partagent vraiment ce sentiment-là qu'on veut protéger Ivry tel qu'il est pour sa beauté. Évidemment, il y a une balance, puis il faut comprendre, comme grandfathering, les lots qui sont existants, mais de protéger les choses le plus possible. Je pense que c'est vraiment un excellent geste. Donc, c'est ça. Je voulais au moins qu'il y ait le partage de cette position-là qui, je pense, qui est quand même bien partagée à Ivry. Merci. Alors, c'est tout. Pas vraiment de questions, mais quand même juste pour saluer l'effort. Merci. On va demander à Mike Fleiker d'ouvrir sa caméra ainsi que son micro. Je pense que mon caméra ne fonctionne pas, mais est-ce que vous êtes capable de m'écouter? Je vous entends. Parfait. J'ai des misères avec mon caméra, je m'excuse. J'ai juste quelques questions à poser. Je vais poser en français pour la bénéfice de la plupart du monde. Il y a combien de maisons en total à Ivry-sur-le-Lac présentement? Oh boy. 300, aidez-moi, 350, je ne sais, à peu près. C'est ça. 351. OK. Sur de 350 maisons qui existent présentement, combien des maisons vont être impactées avec les nouvelles règlements? Ça, c'est la première question. Mais ça dépend la nature de la question. Il y a plusieurs facettes des projets de règlement. Il y a la superficie minimum de l'eau. Ces règlements s'appliquent seulement sur la création de nouveaux lots. Alors, ça n'affecte pas la maison comme telle. Pour ce qui est du couvert végétal, il n'y a pas d'obligation à replanter dans des maisons, dans des terrains existants où il y a des maisons. Mais par contre, s'il y a un nouveau bâtiment, un agrandissement, ça rentre en ligne de compte. Pour l'augmentation du taux de cession pour les frais de parc, ça c'est seulement dans l'éventualité d'une création de l'eau également. Enfin, alors, je ne sais pas, posez votre question. OK, la deuxième question, j'arrive à un point. La deuxième question, combien de lots à Ivry qui n'est pas présentement développé, qui va être impacté avec les nouvelles règlements? Mais je ne peux pas vous dire combien. Mais au-delà du noyau résidentiel qui se retrouve autour du lac, il y a encore des très grands terrains autour en arrière-plan de la municipalité et encore une grande capacité de développement. Maintenant, je veux dire que le but de l'exercice n'est pas d'arrêter le développement. C'est pas notre intention et c'est même pas possible. On n'arrête pas le développement, c'est pas naturel. Mais on le contrôle, on essaye de le contrôler afin de sauvegarder notre héritage naturel pour que ce développement reflète nos valeurs et notre vision de notre municipalité, qu'on continue à se définir nous-mêmes et non pas que le développement à l'avenir va finir par redéfinir notre municipalité.
C'est ça le but de l'exercice. Alors, pas une question de combien de l'eau est-ce qu'il y a à développer. Il y aura des développements. Le but de l'exercice, encore une fois, ce n'est pas d'arrêter le développement. C'est simplement de faire en sorte que ce développement soit réalisé dans un respect de l'environnement naturel pour que la valeur collective de nos propriétés, de nos maisons, de notre municipalité continue à augmenter. Mais enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est exactement le but de mon question, c'est d'expliquer à tout le monde qu'on a un lac vraiment extraordinaire. On est capable d'utiliser nos bateaux, puis les personnes qui veulent faire la natation ou faire la planche à voile, il n'y a pas tellement de circulation avec les bateaux. Ça veut dire qu'on a une existence qui était vraiment parfaite pour tout le monde. Puis, je pense qu'avec le nouvel règlement, va continuer de garder cette existence, puis à une situation qui va être capable de garder qu'est-ce qu'on a. Je ne veux pas que Ivry au lac Manitou vienne comme lac des Sables. Il y a tellement de circulation, c'est comme des carrés à 4 heures l'après-midi. Puis avec les nouveaux règlements que vous avez faits, ça va vraiment donner l'opportunité de le monde qui veut développer, de développer les maisons, ou construire des maisons, pardon, mais en même temps, garder la paix, puis une balance entre les nombres de bateaux sur le lac, les nombres de véhicules dans le village, si vous voulez. Je pense que c'est un très bon compromis pour les personnes qui veulent développer et les personnes qui habitent là présentement. Merci, Mike. Merci. Madame Matteau, prochain. Monsieur Will Dobitsky. À vous la parole. OK. Je peux pas ouvrir le vidéo. C'est pas grave. Non. Hi, Will. Hi. On a parlé beaucoup de l'équilibre dans le développement, qu'on ne peut pas arrêter le développement, mais on peut l'encadrer. Et en encadrant le développement, je pense qu'il doit y avoir de place pour un plus de diversité dans notre petite communauté, notre petite collectivité. Et je m'inquiète que les critères pour des grandeurs de terrain pour construire vont éliminer les possibilités pour le développement des secteurs comme le chemin boisé et le chemin piché. L'autre aspect de la diversité se concerne vos critères relatifs à la végétation à l'extérieur des bâtiments. Mais est-ce qu'il y a des règlements concernant la grandeur du bâtiment? Est-ce qu'on va permettre des monster houses sur les terrains et après c'est les 90% de terrain qui reste qui doit rester en état naturel? Alors, il y a toutes ces questions d'équité que je ne trouve pas la réponse dans les règlements. Merci, Will. Le projet ou les projets de règlement ne touchent pas, ne s'adressent pas à la grandeur de bâtiments. On s'est concentré sur
sur les superficies de l'eau. Je prends note de votre souci d'une plus grande diversité et on en discutera au sein du Conseil. Madame Matteau. Alors, on va demander à Monsieur Stéphane Adams. Bon, voilà. Basically, I like what I hear. I mean, I share the love of the land that you referred to, and I'm a supporter of these plans. I do find myself wondering, we're in our own particular family, we're blessed to have lived on this lake for 6 generations, and I hope that there will be some more who are able to enjoy it. And as Mr. Mayor, you would know, our family was blessed. My mom was able to donate a large piece of land that has been called the Townsend Nature Preserve in honor of my great-grandfather who actually acquired the land 115 years ago. So we have a long association with this lake in this area. But as I think about, we have next to our house, we do have a vacant lot. And I'm sort of wondering how these regulations would affect use of, not the use of the lot, but like with Mr. Shrapey, I think, you know, we have generations to come and things like that. And also there's some unique characteristics of the lot. It would be big enough to build a house, but there's a power line that goes through. And all of the, you know, the trees and the bushes and the shrubs have to be cut under the power line. And it's a 300-foot power line. Well, if you add up, you know, 20 feet across and 300 feet, you know, that would eat into the land, you could, etc. So it's not a question of getting into the details, but you talked about being sensitive to certain specific situations. I already have an experience with working with something called a dérogation mineure, where there were certain little idiosyncrasies with a particular lot that my mother owned. And I sincerely hope that that under your management, that the town council will have a process not unlike the one I experienced as a dérogation mineure, that if the power line eats up the available land that could be built on it, there has to be a process to deal with that. And you know, it's not a question of anyway, I don't want to go on because it makes me sort of emotional, but I'm just saying that clearly we're in support of the objectives, but I sincerely hope you and the council will be sensitive to particular situations, not to be treated in a special way, but to be treated in a reasonable way, and yeah, and not a bureaucratic way, which is not what I'm hearing. But you know, so that's what I have to say. So first, Mr. Adams, I'd like to thank you for your contribution, a long-standing contribution to this municipality. To answer your question, there is a process to address particularities of such lots that you allude to, and I try on a day-to-day basis to be as sensitive as I can to the questions and the preoccupations of citizens. So
I'll be judged by my actions in the future, but well, that's just my commitment. Well, my comments were not personal. Yeah. It wasn't about you in particular. No, I know that. But what it is just that I have had experience in the past with the délégation that worked very satisfactorily for me, because the committee that was involved, and there may be one or two who were actually on that committee, they treated the exceptional nature of the situation in a sensitive and a reasonable way. And I'm just saying, so I hope that will continue. Yeah. Okay. Thank you. Madame Matteau. Je demandais à Madame Marie-Thérèse Lemeur d'ouvrir sa caméra ainsi que son micro. Hello. Je vais passer à une autre personne. Je reviendrai avec Madame Lemeur. Oui. Demander à Monsieur Étienne Avon. Ah, Madame Lemeur est là. Allez-y, Madame Lemeur. Oui, bonsoir. Excusez-moi, là, j'ai quelques difficultés avec mon micro. Moi, ma première question, ça serait de savoir, vous m'avez répondu que vous aviez déjà 93 000 $ dans le fonds de parc. J'aimerais savoir quels sont les projets en doublant la cotisation, quels sont les projets d'investissement pour le conseil et dans la municipalité d'Ivry, considérant que nous avons seulement 2 petits accès au lac Manitou? Merci pour la question. Bien qu'on a seulement 2 accès, on a comme citoyenneté, on a bénéficié d'un réseau extraordinaire de sentiers qui traversent la municipalité. Et ça fait déjà 100 ans, pour certains de ces sentiers, que les citoyens d'Ivry y circulent. Certains d'entre eux sont même dotés d'une appellation historique. Je comprends et je reconnais, et le Conseil comprend et reconnaît, que des parties de ces sentiers que les citoyens d'Ivry utilisent tous les jours traversent parfois des parties, des terrains publics et parfois des terrains privés. Et on reconnaît que ce sont effectivement des terrains qui demeurent la propriété des propriétaires de ces terrains. Les sentiers demeurent la propriété des propriétaires de terrains. Par contre, dans le contexte d'un projet de lotissement où un propriétaire, un promoteur aurait le désir le désir de développer son terrain, l'idée, le souhait est que la municipalité et le promoteur puissent s'asseoir et arriver à une entente gagnant-gagnant, où la cessation pour le taux de taxe, le taux de parc serait en forme de bout de terrain, de terrain de sentier, par exemple, dans le contexte où le sentier pourrait être acquis par la municipalité et formerait une valeur ajoutée au développement du promoteur. Alors ça, c'est une
une des ambitions, des souhaits de la municipalité afin de continuer à préserver ce réseau extraordinaire de sentiers qui forment partie de la richesse de notre municipalité et au service des citoyens. Oui, je comprends, mais est-ce que légalement, vous avez le droit d'investir sur des propriétés privées? Est-ce que vous allez vous allez faire des cartes qui sont publiques et n'importe qui va pouvoir aller sur ces sentiers-là, même sur les propriétés privées, sans avoir d'autorisation? Absolument non. J'ai commencé en disant que les sentiers qui passent sur des terrains privés demeurent la propriété des propriétaires de ces terrains. Mais dans le contexte projet de lotissement, c'est tout à fait légal, approprié et je dirais même gagnant-gagnant pour la municipalité, le promoteur, intégrer le sentier dans un projet de développement. Et en fait, on a discuté de ça avec la MRC et c'est tout à fait envisageable. Oui, j'imagine, mais il faut avoir un réseau, puis qu'il y ait une connexion, puis qu'il y ait une certaine logistique associée à ça. C'est bien évident. Oui, c'est un désir et je dirais même que c'est au profit de tout le monde. C'est au profit des citoyens, c'est au profit des promoteurs. Quel projet de développement ne voudrait pas avoir un sentier historique qui passe à travers, qui fait partie d'une valeur récréative pour le développement? Quel promoteur n'aimerait pas ça? C'est gagnant-gagnant comme formule. Et ça serait merveilleux de pouvoir faire ça en s'asseyant avec nos promoteurs dans la municipalité pour travailler ensemble, pour réaliser cet exploit. Ça serait merveilleux. Oui. Est-ce que vous allez investir dans les accès publics que nous avons actuellement? Oui. Okay. J'ai une autre question, c'est au niveau de la procédure. Vous avez dit tout à l'heure que le 10 février prochain, vous avez une assemblée qui va déterminer un deuxième règlement. Et ensuite, nous avons la possibilité, vous allez faire une liste des gens qui ont le potentiel pour voter pour ce règlement. Voulez-vous donner plus de détails au niveau des délais, comme combien de temps la vie publique, est-ce qu'il va passer dans le journal? Est-ce que tout le monde va avoir accès? Combien de temps? Est-ce que ça va être envoyé par courriel, par la poste? J'aimerais avoir une précision avec les délais parce que dans ces procédures-là, c'est très important. Fait que ce serait intéressant que les gens sachent précisément la procédure. Je vais pas m'avancer là-dessus parce que je vais dire des bêtises. Je vais demander à Maître Provost de répondre pour moi. Maître Provost, s'il vous plaît. Oui, bonjour. En fait, j'allais lancer la balle à Mme Doyon, qui sera certainement la meilleure pour expliquer à tout le monde le processus. Donc, je vous laisse la parole. Oui, et Mme Doyon, ne me lancez pas la balle. Alors, moi, je lance la balle. Non, c'est pas vrai. Alors, bonsoir à tous. Alors, écoutez, merci pour votre question, Mme le maire. Donc, les procédures en urbanisme, c'est assez complexe. On va essayer de les simplifier. Alors, effectivement, le Conseil entend adopter les seconds projets de règlement le 10 février prochain. Par la suite, il y a une première étape qui va s'enclencher et vous allez être avisé par un avis public. L'avis public va être publié sur le site Internet de la municipalité. Donc, pour l'instant, on le fait souvent, peut-être des fois en plus dans les journaux, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, c'est essentiellement sur le site Internet. La municipalité verra là, si elle va sur d'autres modalités.
Donc, la vie publique, ce qu'il va vous mentionner, c'est que s'il y a des gens qui souhaitent demander, en fait, qui veulent signifier leur opposition à l'un ou l'autre des règlements ou l'un ou l'autre des articles des règlements, donc, par exemple, si vous n'êtes pas en accord avec le pourcentage de couvert végétal, mais vous êtes en accord avec le lotissement, donc, ça va être important pour vous de signifier votre opposition de façon claire. Donc, vous allez avoir 8 jours. Donc, le 8 jours, c'est la loi qui le mentionne. Vous allez avoir 8 jours pour envoyer votre signification, dans le fond, à la municipalité. Vous allez pouvoir le faire généralement par courriel, donc il n'y a pas de problème. Vu que c'est en période COVID, là, généralement par courriel. Donc, la municipalité, elle va, au terme de ce 8 jours-là, donc ça devrait être publié, je vous dirais peut-être deuxième ou troisième semaine de février, là, ça va voir selon les modalités de la municipalité, donc au courant de mi- ou fin février. Par la suite, la municipalité va adopter son règlement pour pouvoir enclencher l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est que s'il y a assez d'opposition, je vais y aller comme ça, donc s'il y a des gens qui s'opposent et le nombre requis, là, soit par les zones, selon les zones ou l'ensemble du territoire, là, il y a plein de dispositions particulières qui vont s'appliquer. Il va y avoir une deuxième étape qui va s'enclencher, c'est ce qu'on appelle la tenue d'un registre. C'est la tenue d'un registre, généralement, c'est une journée, mais là, vu qu'on est en période de COVID toujours, donc c'est remplacé par une période de 15 jours où vous allez pouvoir à nouveau signifier pour un secteur peut-être plus précis, là, dépendamment des modalités qui vont avoir été signifiées à la première étape, à nouveau votre opposition. Alors, ça, c'est la deuxième étape et donc, et la suite s'enchaînera par la suite. Donc, essentiellement, la première étape, si je résume, après le 10 février, vous allez être informé par un avis public sur le site Internet. Vous allez avoir 8 jours pour signifier votre opposition à l'un ou l'autre des règlements ou des articles du règlement. S'il y a un nombre suffisant, à ce moment-là, la deuxième étape va s'enclencher. Toutefois, si le nombre n'est pas suffisant, c'est-à-dire que si les gens, au final, les gens qui sont en accord ne se manifestent pas, je vais y aller comme ça. Donc, si le nombre de signatures requises à la première étape n'est pas atteint, le règlement va avoir été réputé être approuvé par vous. Donc, ça veut dire que vous allez être en accord avec ça et le Conseil va pouvoir poursuivre sa procédure et adopter le règlement. Il sera par la suite mis en vigueur. Alors, au fur et à mesure, je pense que la municipalité est consciente, c'est des procédures complexes. On verra, ils verront à vous informer là, très précisément chacune des étapes. Sharon, est-ce que de quelle façon, y a-t-il un pourcentage? Est-ce que c'est par zone pour savoir combien de personnes là, qui s'opposent, que ça soit retenu? Là? De quelle façon c'est calculé? Est-ce que c'est les résidents ou c'est pareil comme quand on fait les élections? Ce serait pour savoir de quelle façon c'est déterminé les gens, puis par zone, les pourcentages. OK. Alors, dans le fond, c'est un petit peu similaire aux élections. Vous devez être, c'est ce qu'on appelle une personne habile à voter. Donc, si vous devez être résident du territoire ou être propriétaire d'une compagnie sur le territoire, le cas échéant, c'est surtout pour vous, résidents. Et à ce moment, il y a d'autres conditions. Là, ça sera indiqué aussi dans la vie publique. Donc, si vous êtes une personne habile à voter, donc apte à inscrire une liste électorale essentiellement, donc vous avez un droit de vote. Et effectivement, il faut un nombre minimal. À toutes les étapes on va franchir, il faut toujours avoir un nombre minimal qui soit atteint. Ce nombre-là va varier selon les dispositions. Je vous donne un exemple et tout ça va devoir être déterminé plus tard, mais je vous donne un exemple. Si on a une modalité qui est susceptible d'approbation référendaire, parce que ce ne sont pas tous les modalités qui le sont, donc, on vous l'informera exactement lesquelles. Donc, si on a une modalité qui s'applique à l'ensemble du territoire, donc c'est tous les gens du territoire qui peuvent s'y opposer. Par contre, il y a des dispositions qui ont été introduites zone par zone. Par exemple, dans la zone V1X, pour la superficie du terrain, c'est seulement les gens de la zone qui sont visés et les zones qui sont autour qui vont pouvoir aller s'opposer. Donc, il y aura deux possibilités. La vie publique, je pense qu'on va travailler fort pour que ça soit le plus clair possible. Mais écoutez, c'est sûr que durant la procédure, ce qu'on dit toujours, communiquer avec la municipalité si vous avez un doute.
On pourra bien vous répondre également si c'est possible de voter sur tel ou tel article. Mais effectivement, somme toute, il y a des dispositions, ça va être simplement des gens d'une zone et dans d'autres cas, ça va être plusieurs ou tout le territoire. Donc, au final, il pourrait arriver que tout le monde approuve, je vous donne à titre d'exemple, la superficie uniformisée à 18 000 m², sauf 2 zones. Bien, ces 2 zones-là, ils vont rester avec la superficie existante. Là, je vous donne simplement à titre d'exemple. On a à détailler toutes les modalités pour, au cours des prochains jours, prochaines semaines, là, qu'est-ce qui sera susceptible ou non d'approbation référendaire. On va être informé de ça. Oui. Merci, Mme Doyon. Marie-France? J'aurais un dernier commentaire. Excuse-moi. J'ai beaucoup de choses à dire. Moi, c'est certain que je suis en faveur de l'environnement parce que j'habite à Ivry depuis 35 ans et c'est pour cette raison que je suis là. Puis, je suis parfaitement d'accord de la protection du lac Manitou, etc. Mais je me demandais, pour protéger le lac et son environnement, est-ce que vous avez pensé aussi au niveau des bordures riveraines, là? C'est très important de protéger un lac par avoir 15 à 20 mètres de protection de bande riveraine. Est-ce que la municipalité tente aussi de toucher ce niveau-là, au niveau de la protection du lac? Des bateaux à moteur, des quais, des boathouses, est-ce que c'est des choses que la municipalité est sensible là, pour protéger le lac, en fait? Pour répondre à votre question, absolument, oui. Le projet de règlement présentement devant vous représente les premiers projets qui visent la protection de l'environnement et on va suivre avec d'autres, oui. OK, merci. Est-ce que Rémi? J'ai Rémi Legault avec moi. Bonjour, moi je suis Rémi Legault du 255 chemin Lac-Manitou. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, bonjour, monsieur. Je suis chez ma voisine, donc c'est pour ça que j'avais un petit problème informatique ce soir. Écoutez, d'entrée de jeu, moi je représente quand même une cinquantaine, une soixantaine de gens qui, en quelque part, sont opposés un petit peu, qu'on s'est opposé à ces projets de règlement-là. C'est bien entendu que tout le monde, toutes nous autres, des résidents du lac Manitou, on est très sensibles à l'environnement. Ça n'en fait aucun doute. On est soucieux de l'environnement, de la protection de nos lacs, que ce soit le lac Manitou, Fer à cheval. Mais il y a surtout un point majeur que nous, les citoyens, puis un des points majeurs a été que de faire passer les grandeurs minimales de 4500 quelques mètres à 18 000. Ça, c'est un peu, à notre sens, exagéré et déraisonnable. En quelque part, pour l'instant, mettons, si je parle en pieds, je pense que des grandeurs de 50 000 pieds carrés. Moi, je veux juste que ce soit, monsieur le maire, c'est sûr que la semaine prochaine, le 10, vous allez être en réunion, mettons, le maire, les conseillers, mais que vous pensiez, que vous réfléchissiez que beaucoup de gens, puis je pense que vous l'avez entendu ce soir également, que ce projet de règlement-là, des grandeurs minimales, est vraiment contesté. Beaucoup de gens s'y opposent. Je ne sais pas s'il y avait moyen de cibler juste une zone, mais en tout cas, ça, c'est un point majeur chez bien des résidents. Fait que c'est sûr qu'il y a plusieurs points que ces résidents-là, surtout côté sud, il y en a aussi côté nord à Ivry. On a besoin aussi, j'espère, d'avoir plus de peut-être d'éclaircissement sur différents points. Il y avait différents points qui semblent difficiles à comprendre, qu'on se parle, Marie-Thérèse et moi. Mais grosso modo, pour ce soir, je pense que c'est de réfléchir sur votre côté. Je sais que c'est pas évident. Je sais que vous faites de votre mieux. Mais à ce point-là, il faudrait y réfléchir grandement. Puis, est-ce que la séance du 10 que vous allez avoir, est-ce que le public est invité? Oui, j'ai commencé la séance d'information en disant que dorénavant,
les séances du Conseil, incluant la séance du 10 février, vont être en direct, en Zoom, comme la séance de ce soir et comme normal, on pourra recevoir vos questions. Et ceci en attendant qu'on puisse tous être réunis dans une salle de vive voix en présentiel. Je ne sais pas si on serait tous autour d'une salle, si notre salle de conseil serait assez grande. Mais pour répondre à votre question, oui, pour le 10 février et pour toutes les autres séances du conseil, à partir de maintenant, oui, vous serez invités à participer live. J'ai une autre question, M. le maire. Je ne sais pas si c'est au niveau du processus ou des procédures à suivre pour ces projets de règlement-là, mais moi, ce soir, j'ai beaucoup de gens qui ont eu de la difficulté à s'intégrer ou du moins je ne sais pas s'il y avait des problèmes informatiques à quelques endroits. Donc, c'est pour ça tantôt qu'on m'appelait de toutes parts. Il y a des gens qui voulaient assister puis ils n'ont pas pu y assister. Est-ce que ça serait possible? Est-ce que ces projets-là, je pense que la municipalité, je pense qu'il n'y a rien de dramatique, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Est-ce qu'il y aurait peut-être possibilité de reporter un petit peu à plus tard ou à une période ultérieure, enfin peut-être qu'on se réunisse en présentiel? Non. Ce que je comprends, Madame Doyon, ce que je comprends, on ne peut pas reporter une fois que le processus est enclenché. Bien, effectivement, en fait, c'est que les seconds projets doivent être adoptés, dans le fond, avant une date butoir pour maintenir l'avis de motion qui crée un peu une suspension ou un gel durant cette période-là. Donc, on ne peut pas aller, je pense, plus tard que le 11 ou le 12 février. Donc là, la date de la séance du Conseil a été fixée au 10. Okay. C'est cette raison-là, tout à fait. Pour ce qui est des difficultés, on a de se connecter. On a enregistré la rencontre ou la séance d'information de ce soir. Est-ce qu'on pourrait la mettre au site web de la municipalité? Oui, ça va être mis sur le site web dès demain. OK. Alors, quelqu'un qui n'a pas eu la chance de participer à la séance pourrait avoir accès à la séance à sa guise. Merci beaucoup. Je vais demander à M. Étienne Avon de poser sa question. Oui, bonjour, M. le maire, les conseillers et les résidents. Félicitations, M. le maire, pour votre élection. Je me présente, je suis Étienne Avon. Je suis propriétaire du camping du domaine Lausanne et de diverses autres sociétés là, sur votre territoire, en plus de posséder des maisons personnellement à mon nom. Le camping du domaine Lausanne est étendu dans 3 municipalités, dont Ivry, Sainte-Agathe, Saint-Faustin. On possède plusieurs centaines d'acres de terrain. Le camping Lausanne est reconnu comme étant un camping boisé, vraiment en nature, s'apparentant au camping qu'on retrouve à la CEPAC, là, vraiment en nature. Et les usagers qu'on a sont vraiment... en fait, c'est pour ça qu'ils viennent chez nous, c'est parce que c'est le côté nature. Quand vous parliez des montagnes autour et tout, nous autres, on respecte ça parce que c'est vraiment ce qui fait la différence chez nous. C'est ce qui attire un client chez nous plutôt qu'ailleurs, dans un terrain de camping où il n'y a pas d'arbres et à côté des lignes électriques et à côté d'un champ de patates. Là où moi, j'ai des considérations, c'est au point de vue là, de votre nouvelle réglementation, là, les points 4.1, point 2, point 3, là, les 3 premiers points là, de la section 4, au point de vue justement là, des pourcentages de végétation. Parce que vous savez que nous, on possède, si je fais un terrain de baseball demain matin, ben, il faut que je déboise un peu et ça me brime beaucoup dans ma croissance d'activité là, que je peux offrir à ma clientèle.
Et puis tantôt, en fait, dans votre diaporama, il y avait des précisions qu'on ne retrouve pas au point 4.2, où on voyait les chemins qui étaient exclus aussi du calcul de pourcentage. Est-ce que je me trompe? Je n'ai pas été capable de faire une capture d'écran, mais est-ce que je me trompe que ça, c'est exclu? Ça paraîtra dans le second projet de règlement le 10 février. OK. C'est ça. En fait, puis tout ce qui est les sentiers, nous autres, on a pris le camping Lausanne, on en a fait vraiment un centre de plein air qui est ouvert 12 mois par année. Et là, quand on parle d'aménager des sentiers, de faire des lotissements, pour nous, ça devient très ardu et très compliqué de respecter là, les critères que vous êtes en train d'énumérer. Ce qu'on demanderait à la municipalité, c'est pour les gens, la majorité des gens ne savent même pas que le camping du domaine Lausanne est à Ivry-sur-le-Lac, parce que de toute façon, nous, on en fait la promotion comme étant à Sainte-Agathe, pour une raison fort simple, sur la 117, c'est même pas écrit qu'on arrive à Ivry-sur-le-Lac, et j'y vois aucun inconvénient, étant donné que plus de 50% de mes terrains exploités sont à Sainte-Agathe en réalité. Étant donné qu'on est très loin du lac Manitou, qu'on est dans un creux, qu'on ne nous voit même pas, est-ce que c'est possible de nous d'exclure notre zonage du point 4.1.2.3? Est-ce que c'est possible qu'on ne figure pas là parce que c'est très, très problématique pour nous? Permettez-moi de en discuter avec les membres du conseil au cours des prochains jours. Parfait. J'ai pas de réponse pour vous présentement. Je comprends très bien la préservation du lac Manitou et tout, puis je veux dire, moi, c'est quelque chose que j'adore et que j'adore à Ivry aussi. C'est juste que nous, on est tellement... C'est même complexe, étant donné que là, les zonages ne sont pas tous pareils. On est dans 3 municipalités, mais l'histoire du couvert, des chemins et surtout les sentiers de randonnée, parce que comme vous le disiez tantôt, c'est intéressant, les gens aiment ça, les sentiers de randonnée, ils viennent marcher. Moi, j'en ai plusieurs déjà sur mon terrain. Si je veux en faire d'autres, il faudrait que je fasse du lotissement. Ça devient très problématique. OK, on se penche là-dessus. Merci, M. Armand. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Je vais demander à M. Simon Lippé de poser ses questions. Monsieur Lippé. Bonjour tout le monde. Bonjour M. Aiguille. Bonjour aux conseillers. Bonjour à mes concitoyens d'Ivry-sur-le-Lac. Alors, je suis content de voir un peu tout le monde. Et puis, premièrement, souligner, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, born and raised à Ivry, comme on pourrait dire, depuis pratiquement 28-29 ans. Et donc, je peux juste abonder dans votre sens là, sur le point de vue de protéger cette chose précieuse qu'on a qui est le lac, qui est l'environnement en général. Là. Je suis un peu, je pense que ça transcende les générations, mais je suis vraiment c'est quelque chose de très important là, pour ma génération mais je pense même les autres d'avant, on commence tous à avoir cette conscience-là. Je crois juste, j'ai quelques points d'intervention et ensuite vont suivre des questions. Là, donc, je m'excuse aussi pour la longueur peut-être de mon intervention ce qui va prendre, mais je la crois importante quand même. Ce que je voulais dire par là, c'est... excusez-moi, j'avais plusieurs notes, là. Je ne vais pas me confondre. Ouais, ce que je voulais vraiment établir comme intervention, c'est cette intention-là de protection de notre patrimoine là, naturel qu'on a, je pense qu'on la partage tous. Bien évidemment, on la partage tous. J'aimerais juste, c'est très louable les intentions du conseil, les intentions de tous ceux qui ont fait part de leurs avis et qui ont fait que le conseil aujourd'hui veut bouger, veut améliorer ou changer la situation en tout cas. J'aimerais juste j'ai l'impression que l'intention, je voudrais juste établir que les résultats que je crois qui vont arriver suite aux changements proposés ne seront probablement pas en adéquation avec l'intention. Donc, l'intention est super louable, mais je ne suis pas convaincu. Il faut très bien réfléchir aux résultats qui vont ressortir. Et puis, les résultats, malheureusement, ils vont se faire sentir pour des décennies et des générations. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien prendre le temps, je crois, d'avoir cette discussion-là. Bon, idéalement en présentiel, idéalement prendre vraiment
puisque c'est ça, les résultats se feront sentir par d'autres que nous peut-être, et sur, comme on a dit, des décennies, des générations. Et je crois que ça vaut la peine un peu de dissocier les intentions et les résultats, ou en fait vraiment de faire un lien puis de s'assurer que nos intentions vont porter les bons résultats. Donc, ceci dit, je veux un petit peu revenir avec un peu peut-être une série de questions, une sortie de choses. On a parlé, puis on a eu des gens qui ont intervenu puis pour nous parler du fait qu'on veut protéger la paix des lieux, ce qui est tout à fait vrai. J'aimerais un petit peu, là, parce que, bon, il ne faut pas se perdre dans les chiffres, mais je pense qu'il faut avoir un bon portrait de la situation avant de peut-être s'armer de peur, là, puis de faire un peu, d'avoir trop peur sur une situation. J'aimerais peut-être savoir, je sais que ce n'est probablement pas des chiffres qui ont été préparés, ce n'est peut-être pas des choses, mais j'aimerais peut-être avoir un retour, puis je pense que ça pourrait éclairer la majorité des gens pour avoir un bon portrait de la situation. Des questions, des choses, un peu comme ça, savoir combien de permis de construction ou combien de nouveaux lots ont été créés, combien de permis de construction ont été donnés, disons, dans les années récentes. Si on regarde un horizon peut-être de 5 ans, ou peut-être même l'horizon peut-être depuis la pandémie, peut-être depuis 2-3 ans, ça pourrait être intéressant de savoir combien de permis. Je ne sais pas si c'est une information que vous pouvez savoir comme ça sur le bout de vos doigts, là, mais... Malheureusement, non. Je ne pourrais pas hasarder un chiffre. Sur les 300, on a dit 300 à 350 maisons à Ivry. Il y a des demandes de permis. Ça serait intéressant de savoir. Oui. Combien ont été bâtis dans les années récentes? On pourrait sortir ces chiffres. Et voilà, le but un peu de ce questionnement-là est de dire, si on a vu 50 nouvelles maisons se bâtir dans les années récentes, dans les 2-3 dernières années, ben oui, on dirait c'est inquiétant, il y a un développement intensif qui se fait. Si on voit qu'il y a peut-être 5 à 10 maisons qui se fait par année ou quelque chose, ben là, on pourrait comprendre que le développement est, à mon sens, à moi, ce que moi j'observe depuis des années, somme toute, déjà sous contrôle. Donc, ça, c'est un des points. Un autre point dans lequel, puis c'est des choses qui ont déjà été un petit peu mentionnées, mais que je voulais également amener. J'ai très bien compris qu'on protège les droits des lots existants. Donc, ça, c'est tout à fait correct de le faire. Mon inquiétude, c'est qu'il peut y avoir, ça a déjà été exposé, mais c'est qu'il peut y avoir des lots qui sont actuellement, n'ont pas le droit d'être construits, puisque trop petits, ou déjà fusionnés dans un autre lot. Et puis, donc, quelqu'un qui veut, comme on a déjà dit, scinder son lot pour en créer un qui serait constructible, mais en ce moment, il n'a pas les droits. Et donc, il ne pourra pas non plus suite à la réglementation. Mais ça a déjà été dit. L'autre point ou l'autre exemple, cas de figure que je voulais amener, ce sont des terrains qui sont en ce moment non constructibles. Il n'y aurait pas droit à avoir un permis. Donc, sous les 4500 mètres carrés, donc en bas de 50 000 pieds carrés, on sait qu'il y en a une multitude. Dans l'histoire et anciennement, les gens se construisaient sur des terrains beaucoup plus petits. Les lots étaient beaucoup plus petits et donc il y en a probablement une multitude. Eh bien, ces terrains-là ne pourront plus être donc joints ensemble et former un lot, ne pourront plus être joints ensemble sans atteindre les 18 000 mètres carrés. Et donc, c'est là que j'y vois une perte de jouissance, une perte de droit quand même pour certains. Excuse-moi, M. Lippé, j'aimerais demander la question à Mme Doyon. Est-ce que pourriez-vous juste répondre à cette prétention en particulier? Tout à fait. Bien, écoutez, si par exemple une personne actuellement a un lot de 4000 mètres, 2 lots de 4000 mètres carrés, il peut les regrouper ensemble et en faire un plus grand, même s'il n'atteint pas le 18 000. Lorsqu'il y a une présence de droits acquis sur un terrain, on peut toujours augmenter la superficie pour améliorer la situation dérogatoire généralement. Alors, il n'y aurait pas d'enjeu par rapport à ça, là. Donc, plus qu'on tend vers la conformité, mieux que c'est. C'est généralement comme ça que la réglementation elle est faite. Oui, donc si je comprends bien, c'est à l'heure actuelle, donc c'est avant que le règlement rentre en vigueur. Non, ça c'est avec le règlement. Ce que Mme Doyon nous explique, c'est s'il y a 2 terrains présentement, par exemple à 4000
mètres carrés et ils sont ou un des deux a un droit acquis de bâtir une maison. Ils pourraient se jumeler et maintenir un droit acquis de bâtir une maison sur le terrain de 8000 mètres carrés. Ça, c'est avec le nouveau règlement. Je crois comprendre. Puis un peu la fin de ma réflexion là-dessus, c'était peut-être, là, comme ça a déjà été demandé, peut-être de les cartographier, de les pointer. Certains, on avait parlé de moins d'une dizaine de terrains qui pourraient subir là, des pertes de droits. Mais peut-être qu'également, ajouter à cette liste-là, là, certains, les terrains qui, comme j'ai dit, seraient trop petits actuellement et qui est donc avec la... En ce moment, ils sont trop petits, donc n'ont pas de droit et qui ne seraient plus capables d'être joints par le futur. Donc, juste amener que tous ces lots-là puissent figurer et qu'on ait une vraie bonne idée de qui va être affecté. Là. Et, juste pour terminer, M. Lippé, si un terrain, quelle que soit sa grandeur, a un droit de bâtir présentement et loti et constructible, il va le demeurer et pourrait quand même annexer une partie de terrain adjacente qui le rendrait encore plus conforme, plus proche de la conformité. Alors, il ne va pas perdre, le propriétaire d'un tel terrain ne va pas perdre de droit. D'accord, oui, puis mon doute ou ma question était plutôt un terrain qui ne... Puis je ne suis pas expert de toutes les données qui rendent de droit, mais un terrain qui n'aurait pas ces droits-là, mais qui, par juxtaposition et aurait gagné ces droits-là dans la situation actuelle, quelle va être la situation? Donc, j'aimerais être éclairci sur ce point-là plus particulièrement. Là. Donc, des terrains qui étaient peut-être trop petits actuellement, qui n'avaient pas de droit de construire, qu'en temps normal, on aurait joint plusieurs petits terrains, bien, est-ce que dans la situation future, ce sera toujours possible? Donc, peut-être juste éclaircir un petit peu là, ces points-là. Mme Doyon, est-ce que vous comprenez la question? Oui, si vous me permettez. Je vais essayer de faire un résumé très simple, M. Lippé. Un terrain qui ne présente pas la superficie minimale, que ce soit aujourd'hui ou dans le futur, 4 500 ou 18 000, peu importe. Ce terrain-là, s'il a des droits acquis quant à sa superficie, c'est-à-dire il s'est fait à un moment où c'était conforme, le terrain, il est dérogatoire, mais protégé par droits acquis. La question à savoir si ce terrain-là est constructible, c'est-à-dire est-ce qu'on peut mettre une maison sur le terrain? La situation, elle est pareille, indépendamment de la norme qui serait applicable. La seule question que le service d'urbanisme va se poser au regard de ces règlements, c'est est-ce que, par exemple, est-ce qu'on respecte les marges latérales, la marge avant, la marge arrière? Est-ce qu'on a de l'espace pour implanter le bâtiment et l'installation septique? Donc, que le terrain ait 2000 mètres carrés, un très, très, très petit, ou qu'il y ait 20 000 carrés, ou 20 000 mètres carrés, ou 100 000 mètres carrés, ça va être exactement la même analyse qui va devoir se faire. Donc, si le petit terrain, de par sa forme, les marges de recul, on est conforme et la maison peut rentrer, bien, et l'installation septique, il n'y aura aucun problème. Alors, la situation ne changera pas. Là. Il n'y a pas de perte au-delà du changement qui est proposé ce soir. La situation demeure la même. Là. OK, je comprends un peu mieux. Merci, M. Lippé. Marie-France? Alors, il reste trois personnes là, qui veulent poser des questions. Je vais demander à Marc Y de poser sa question. Oui, bonjour. Mon nom est Marc. Je vais faire ma question en anglais, par exemple. I'd like to thank the mayor and the councillors, not only for presenting tonight, but also being available when citizens call directly to get a little bit of input. And I think this information session and the dialogue is productive. I think it's informative, and I think it's much better than putting people's comments on Facebook. So I appreciate the time for doing this. The one question that I would have, there's obviously a lot of consideration for acquired rights. It's come up on the call in many different instances, whether it be the size of the land, whether it be the vegetation. And I think that on many points they are considered. The one area that I wasn't super clear on with the call was the 90 to 75%. So in a situation where somebody has a property
that is, smaller than 18,000 square meters, and they're currently not within the 90%, and they have a small house and they want to expand it a little bit. From what I heard, Mayor, it sounds like they will lose that right of 75 to 25%. Like, would they? So if you're on a piece of land where you have 75 or 25% or whatever you have, will you ever be in a situation where you could now fall under the new rules on an existing property? Maître Provost? En fait, si vous me permettez, je vais répondre en français. Oui, c'est parfait. Et M. le maire aussi pourra traduire, là, mais oui. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a des exceptions. Donc, au niveau du calcul pour que le terrain demeure à un état naturel, il y a des éléments qui ne seront pas pris en considération dans ce calcul. Donc, il y a notamment la question du bâtiment principal. Si on veut agrandir le bâtiment principal fait partie des exceptions. Donc, ce sera la même chose, par exemple, pour un bâtiment accessoire. Si je veux construire un cabanon, par exemple. Donc, on ne sera pas couvert ou tenu, en fait, là, de faire ce calcul-là de 90% parce que ça fait partie des exceptions. Et en fait, même, on a ajouté une exception qui est l'aire de stationnement. Puis pour que ce soit clair pour tout le monde, l'aire de stationnement, c'est autant les cases de stationnement que l'allée de circulation. Donc, la voie publique jusqu'à ce que je me rende à mes cases de stationnement. Donc, au niveau de ce volet-là, il y a quand même beaucoup de choses qu'on pourra toujours faire au niveau de la propriété. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le couvert, c'est vraiment un couvert à l'état naturel. Ce qui est demandé, puis c'est pour ça que ça va surtout s'appliquer pour les terrains qui sont à bâtir, c'est qu'on souhaite que les gens ne déboisent pas. On souhaite que ça reste à l'état naturel. Ce n'est pas nécessairement qu'il y ait des arbres partout. Ce n'est pas ça. C'est juste que ça reste à l'état naturel. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Non, ça répond, mais encore une fois, c'est les détails toujours. Et oui. C'est une raison pour laquelle je demande la question, juste pour être clair, parce que je pense que le Conseil fait une très bonne... essaie de trouver une très bonne balance entre les états qu'on a, les droits qu'on a présentement et les nouvelles réglementations. Moi, sans avoir les détails, est-ce qu'il y aurait une situation où présentement on a beaucoup du terrain, disons, qui est déboisé, OK? Et même si on augmente la superficie de la maison, non, parce que la maison est exclue, la superficie de la maison est exclue. Je comprends. Est-ce qu'il y a une situation où, et c'est juste quelque chose à penser, where even with all these limitations, right, that you would be caught by having to now be into the 90 criteria and not the 75, and the house, including the house, just something to think about. I don't have the details. I just would hate for somebody to have something today that, and then they, add a little room onto a house, or they make an extension, and somehow they're now finding themselves into a new regulation. I think you found a nice balance of trying to leave people with their acquired rights. I would hate for someone to think that is what's going to happen, and then all of a sudden to get caught by this. So it's just something I would ask you guys to consider. Thank you. Merci, Maître Provost. Madame Matteau. Nous allons prendre notre dernière question qui est George Wise. Hello. Hi, Andre. Hi. Hi, George. Congratulations. Is it really the best job in the world? What's your question, George? I have a question, but I just would like to make a comment. When you're making these lots 18,000 meters, it doesn't affect me at all. It actually helps me. But the reality is what you're doing, you're stopping everyone except very wealthy people from being able to move to you. Because to get a 5-acre lot, whether it's in the mountain or on the lake, is substantial money. And it's a very elitist thing. And it kind of goes against,
you know, the grain of what Quebec society is all about. You're closing out the average guy in the street. You know, for me, it doesn't matter, but I think it has very bad optics because it's kind of the rich, you know, keeping out the poor, or the rich keeping out the middle class, or whatever. And it really, you know, we're all concerned with pollution, but the worst danger to the lake right now is all the septic tanks that are not to code. You know, and this is what kills the lake. You know, when the phosphates leak into the lake and the weeds grow and they choke a lake. It's happening to lakes all around. It happened to Trout Lake. And I don't know if Ivry's doing enough about that. And the second biggest danger to the lakes is the motorboats, but the wake boats, which send the jet stream 50 feet deep, and it just chews up the bottom and it destroys the riverine, the shoreline. Those are the real dangers that really we should be looking at, not that someone on the mountaintop is going to build a house on 50,000 feet or 180,000 feet. Anyway, my question is, because I'm having trouble wrapping around my head around the 90%, I understand. But if I have a lot that was cadastered 30 years ago under the 75% rule, even though I never cleared it and didn't build, but the lot is there, do I fall under the 90% rule or the 75? And if I fall under the 90, then why shouldn't everyone else fall under the 90? Because forests could grow back. Like in St. Agathe, several years ago, they passed a regulation that you couldn't clear cut till the lake. You had to have a 10-meter band. And now everybody has let the forest grow back on that 10 meters, you know, the natural growth of the forest. So, you know, if you're okaying it for one, is it not okay for the other, is my question. Maître Provost, pour un lot déjà cadastré qui n'a pas été bâti, est-ce que le règlement de 90% s'applique? Oui. C'est ce que je pensais. Donc, ça n'est pas tombé sous le règlement de le temps qu'on se cadastré. Non, exactement, parce que le terrain n'est pas construit actuellement. Donc, lorsqu'il sera construit, ce seront les normes, les règlements en vigueur à ce moment-là qui vont s'appliquer. Puis, pour que ce soit clair pour tout le monde, la réglementation, ça change. Ce n'est pas fixé dans le temps. Donc, la situation, elle est comme ça maintenant en 2022. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années non plus. Donc, on parle d'une norme actuelle pour 2022. Si vous souhaitez construire actuellement votre terrain vacant, vous allez devoir respecter la norme du 90%. Mais et quand je lis le règlement, ça dit tout terrain. So, par cette logique, ce n'est pas applicable à un terrain d'aujourd'hui, quelqu'un qui avait un terrain qui il nettoie 50% de le boiserie, mais maintenant, est-ce qu'il n'est pas obligé, laisse revient, d'arrêter de couper le gazon et laisse la forêt reprendre? En fait, votre question, elle est pertinente, là. La réglementation, présentement, la façon dont c'est rédigé, c'est qu'on doit laisser à l'état naturel. Donc, on va laisser dans l'état tel qu'il est actuellement. Si le terrain est déjà déboisé, il n'y a pas une norme claire à l'effet qu'il devra y avoir reboisement. Vous avez parlé tantôt, là, vous avez parlé d'un exemple à Sainte-Agathe au niveau de la bande riveraine. En fait, je suis pas mal convaincue que vous avez cette disposition-là aussi à Ivry. Donc, il y a une obligation de renaturaliser. Ça, cette obligation-là, elle est clairement indiquée dans la réglementation qu'il faut renaturaliser sur une certaine bande de terrain quand on est contigu au lac ou à un cours d'eau. Maintenant, cette notion-là, au niveau du couvert végétal à l'état naturel, elle n'est pas indiquée de cette façon-là. Ce sera au conseil municipal à décider s'il souhaite que ça s'applique de cette façon et s'il souhaite qu'une renaturalisation soit nécessaire, bien là, une décision pourra être prise en conséquence. OK. Et je juste parle en anglais parce que j'exprime un peu plus facilement. But then, if that's the case, and everything makes sense and everything you're saying is right, so if we're asking new people to sacrifice for the beauty of Ivry and the future of our children, should every citizen of Ivry
not do the same regulation? Should everyone not chip in? And should it not be everyone that has to do the 90% rule? I think that would be great. But, you know, to say newcomers do this, but I have a 10,000 foot lot and I have grass and I'm okay. You know, I think everyone should be obliged to let it grow back. I mean, that's the fair thing, you know, because like Maître Provost said, you know, it's not you're going to have a forest, but you don't cut the lawn. You let it grow back and the natural growth takes over, and it's quite beautiful. And that would be the real thing to do, right? Thanks, George. Thank you. The council will consider your input. Oh, I'm sure you're going to pass the rule just like I said it. And now, George. All right. Thank you. Good night. Ça fait le tour des questions. Alors, voilà. Wow. J'aimerais remercier tout le monde, les membres du conseil, le Maître Provost, Madame Doyon, Madame Matteau, Monsieur Maheu, et tous les citoyens d'avoir participé à cette séance. Je crois que ça a éclairé pas mal de choses. On a du travail en tant que conseil en allant de l'avant. Et je vais vous retrouver, je pense, je présume, le 10 février, où on va vous présenter le second projet de règlement. Alors, merci à tout le monde et bonne soirée. Bye, bonne soirée.